Imaginez un instant le scénario parfait. Un inventeur lance un produit sur Internet et lève, je sais pas, plus de 13 millions de dollars en un seul mois. Ah ouais, le rêve absolu, quoi. Le jackpot. Exactement. Le triomphe total. Les médias les plus prestigieux, genre Forbes ou le Time Magazine, s'emballent et le saluent carrément comme le génie de l'année. C'est la belle histoire qu'on adore lire en général. Sauf que, 5 ans plus tard, cette même entreprise se retrouve à envoyer par la poste de pathétiques chèques d'excuses de 20 dollars, et ça à 20 000 personnes très en colère qui n'ont absolument jamais reçu le produit pour lequel elles avaient payé. La chute libre. 20 $ en plus, c'est presque une insulte à ce niveau-là. Oui, totalement. Donc aujourd'hui, notre exploration plonge tête la première dans cette phase très sombre du financement participatif. On s'appuie sur une enquête massive et honnêtement fascinante qui a été publiée en avril 2026 par la rédaction de Blockit News. Et cette enquête, elle est super importante parce qu'elle soulève un peu le voile sur la mécanique interne d'une plateforme que tout le monde connaît, au moins de nom, Kickstarter. Oui, tout le monde en a entendu parler. Depuis sa création en 2009, la plateforme a permis de lever plus de 6,67 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, en fait. C'est astronomique. Et enfin, il faut reconnaître que la promesse initiale, elle est super belle, tu vois. Ah oui, l'idée de base est géniale. Voilà, c'est démocratiser l'innovation, court-circuiter les banques qui sont souvent trop frileuses et permettre aux créateurs de s'adresser directement au public. Et puis, des succès mondiaux, ils sont nés, hein. C'est clair. On pense tout de suite à la montre Pebble, par exemple. Ouais, qui a vraiment pavé la voie à l'Apple Watch ou le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Ou même des trucs plus fun comme le jeu de cartes Exploding Kittens. Pendant longtemps, on nous a vendu l'idée que, en gros, la foule avait toujours raison. Sauf que, et c'est là que ça se corse, l'étude de l'université de Wharton, qui est citée par Block News, elle vient vraiment jeter un pavé dans la mare. Ouais, les chiffres font mal pour le coup. Bah oui, le revers de la médaille est assez brutal. 9% des projets financés avec succès ne livrent absolument jamais leur récompense. 9%, donc presque un projet sur 10, en fait. C'est ça, 1 sur 10. Donc, quand tu mets ce pourcentage en perspective avec les fameux 6,67 milliards de dollars levés, on réalise qu'une somme littéralement colossale s'est évaporée dans la nature. Bon, décortiquons un peu tout ça si tu veux bien. L'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est pas juste de lister des échecs pour le plaisir, mais de comprendre l'anatomie de ces désastres. Exactement. Et l'article isole 3 cas d'école parfaits. Ouais, 3 cas qui illustrent vraiment les 3 niveaux évolutifs du naufrage sur Internet. On a la mauvaise gestion, l'incompétence technique complètement aveugle, et enfin la fraude pure, dure et préméditée. Et ce qui est hyper surprenant avec le premier stade, la mauvaise gestion, c'est que ça ne commence par aucune intention malveillante. C'est même tout l'inverse, en fait. Ouais, c'est juste une cata qui déraille. C'est ça, c'est l'histoire d'une campagne qui a été littéralement asphyxiée par son propre triomphe, tu vois. Alors là, il faut qu'on retourne en juillet 2014, à Portland dans l'Oregon. Un certain Ryan Gripper lance la campagne de la Coolest Cool. La fameuse glacière. La fameuse, oui. C'est une glacière de camping proposée à 185 dollars, mais avec des gadgets complètement improbables. Genre le blender intégré, c'est ça? Voilà, un blender intégré pour les cocktails, une enceinte Bluetooth, un chargeur USB et même des grosses roues pour rouler dans le sable. Bref, tout le monde s'emballe. Et en août, la campagne se clôture avec plus de 13 millions de dollars levés auprès de 62 642 contributeurs. C'est un raz de marée. Et c'est précisément à la seconde où le compteur affiche ces 13 millions que le piège mortel se referme sur lui. Avec 13 millions, il est le roi du monde, non? Eh ben non. En termes d'ingénierie et de production, c'est ce qu'on appelle le scaling trap, le piège de la croissance. Le plan initial de Grepper, son point d'équilibre financier, il était calculé pour produire environ 500 unités. Ah ouais? Une échelle super locale, presque artisanale, quoi. C'est ça. Sauf que soudainement, le gars doit gérer la fabrication de 62 000 unités dans une usine en Chine. Attends une minute. Laisse-moi arrêter ça tout de suite parce que ça n'a aucun sens d'un point de vue économique classique, ça. Qu'est-ce qui te choque? Normalement, si on produit 60 000 unités au lieu de 500, le coût unitaire baisse. C'est le principe même des économies d'échelle, non? L'usine, elle te fait faire un prix de gros, comment le fait d'avoir beaucoup plus d'argent et infiniment plus de commandes a pu le mettre sur la paille? C'est une super réflexion, mais en fait, ça s'applique au commerce traditionnel, ça. Pas du tout à la structure un peu artificielle du financement participatif. Ah bon, pourquoi?
La mécanique du financement participatif, elle force le créateur à figer un prix de vente avant même que la réalité de la chaîne d'approvisionnement ne soit testée. Ah, je vois. Il est bloqué à 185 $. Exactement. Grepper a fixé ce prix pour 500 unités locales. Mais quand tu passes à 62 000 unités internationales, les règles de la physique et de la logistique, elles changent complètement. Ouais, j'imagine qu'on ne gère pas du tout les mêmes prestataires. Pas du tout. Il faut redessiner le moule d'injection plastique pour la production de masse. Il faut affronter des tarifs douaniers internationaux qui sont ultra complexes. Et puis certifier les batteries électroniques pour des dizaines de pays différents. Et enfin, gérer les containers maritimes, tu vois? L'enfer logistique, quoi. Totalement. À cette échelle industrielle monumentale, les coûts cachés ont explosé. Le prix de 185 $ ne couvrait même plus les frais de fabrication et d'expédition. En gros, la mathématique était cassée dès la fin de la campagne. D'accord, pour bien visualiser, pour ceux qui nous écoutent, c'est exactement la différence entre sculpter une magnifique chaise en bois dans son garage le week-end et puis recevoir soudainement la commande de concevoir toute une ligne d'assemblage robotisée pour produire 60 000 chaises du jour au lendemain. C'est une excellente métaphore. On a vendu la chaise aux gens, mais on n'a jamais inclus le coût faramineux de l'invention et de la construction de l'usine elle-même, quoi. C'est ça, ils ont vendu le produit sans financer l'infrastructure. Et ce qui est vraiment fascinant dans ce dossier, c'est la manière dont cette erreur de calcul fondamentale va pousser l'équipe vers des décisions d'un cynisme mais sidérant. Ah ouais, c'est là que l'histoire devient vraiment révoltante pour les contributeurs. Parce qu'en 2015, l'entreprise se rend compte qu'elle n'a plus d'argent pour fabriquer les glacières promises. Et là, ils ont une idée de génie, entre gros guillemets. C'est ça, leur solution finale. Ils se mettent à vendre les quelques exemplaires qu'ils arrivent à produire directement sur Amazon. Enfin, je veux dire sur Amazon, au prix fort de 499 $. Non mais t'imagines la scène. C'est dingue. Et ça, sous les yeux des dizaines de milliers de contributeurs initiaux qui attendaient toujours leur glacière payée 185 $. L'idée de Grepper, apparemment, c'était d'utiliser les marges de ces nouvelles ventes grand public pour renflouer les caisses et livrer les premiers soutiens. Ce qui montre une déconnexion totale avec la psychologie de sa propre communauté. Les gens se sentent complètement trahis. Bah tu m'étonnes. Mais ça ne s'arrête pas là. En mars 2016, l'entreprise est complètement acculée. La direction organise une conférence en ligne pour annoncer aux contributeurs, qui patientent depuis 2 ans déjà, qu'ils doivent désormais verser 97 $ supplémentaires s'ils veulent une expédition accélérée. Mais c'est du chantage. Une vraie prise d'otage financière. Exactement. Et le dénouement de tout ça, il est inévitablement tragique. Fin 2019, l'entreprise ferme définitivement. Le département de la justice de l'Oregon lance une enquête. Et sur les 62 000 soutiens, 20 000 n'ont jamais rien reçu. Et c'est là qu'ils ont envoyé ces fameux chèques de 20 $ dont on parlait au début, en guise de compensation pour un achat de près de 200 $. C'est juste pitoyable. Ouais. La grande leçon du cas Coolest Cooler, c'est que l'impréparation logistique, quand elle est couplée à un tsunami d'argent, ça détruit complètement la viabilité d'un projet. Mais il faut noter une chose importante. Vas-y. La glacière, même si elle était très mal calculée, elle existait. La physique du produit était réelle. C'est vrai, c'était un vrai objet. Et justement, si la Coolest Cooler a sombré parce que les mathématiques logistiques étaient fausses, que se passe-t-il quand la physique elle-même est un mensonge absolu? Et là, on change de dimension. Complètement. C'est ce qui nous fait basculer de la mauvaise gestion à la tromperie technologique pure. Et cela nous mène tout droit au cas du Zanodrone. Ah, le Zano. Ça, c'est un cas d'école sur la puissance de l'illusion. On est en novembre 2014 au Royaume-Uni. L'entreprise Torking Group lance le projet Zano. Alors, la promesse, elle fait vraiment rêver. C'est un mini-drone autonome, littéralement de la taille d'une paume de main, qui est capable de te suivre automatiquement pour te filmer en haute définition. Sur le papier, c'est génial. Et la vidéo promotionnelle sur la plateforme, elle était époustouflante. Tu voyais des travelling super fluides, des esquives parfaites des obstacles. Le résultat s'est pas fait attendre. 3,5 millions de livres sterling levés, ce qui fait environ 4,5 millions de dollars par plus de 12 000 personnes. Sauf que le problème, c'est que l'enquête de Block News confirme que cette vidéo, c'était une pure fiction. Une imposture totale, ouais. Ouais. Les images sublimes qu'on voyait n'avaient absolument pas été tournées par le petit drone Zano, mais par un drone professionnel haut de gamme, le DJI Inspire. Un truc qui coûte près de 3 000 $. Non mais c'est pas possible. Et pour les mouvements du drone, comment ils ont fait? Pour simuler des manœuvres ultra complexes, ils ont carrément passé les séquences vidéo à l'envers, au montage, en post-production. C'est tellement grossier.
Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que malgré ces trucages maigros comme une maison, la machine médiatique s'est laissée emporter. Complètement. Ah, mais totalement. En 2015, au prestigieux salon technologique du CES, le Zanodrone a carrément reçu le prix du meilleur produit de sa catégorie. Au CES, c'est censé être l'élite de la tech. Le magazine Popular Science l'a même intégré dans son top 100 des innovations de l'année. Et pendant ce temps-là, en interne, c'était le chaos. Le fondateur, Ivan Reitman, il souffrait d'une hubris telle qu'il a sciemment ignoré les avertissements de son propre frère, Stuart. Son frère bossait avec lui. Oui, Stuart était impliqué dans l'ingénierie du projet. Il implorait Ivan de ne pas lancer la production avec des prototypes qui étaient aussi défectueux. Mais Ivan n'a rien voulu entendre. Là, il faut vraiment que je t'arrête, parce qu'il y a quelque chose qui me bloque profondément. Comment c'est possible Quoi donc? qu'un particulier sur Internet se fasse avoir par une belle vidéo, avec une bonne musique, d'accord. Mais comment le jury ultra spécialisé du CES et des journalistes technologiques vraiment chevronnés, comment ils ont pu récompenser un produit qui n'existait que par la magie d'un montage inversé? Je veux dire, est-ce que personne ne vérifie rien? Jamais? C'est là que nous touchons au cœur de la psychologie humaine, en fait. C'est le pouvoir dévastateur de la fameuse preuve sociale. C'est-à-dire? Dans le monde de l'innovation, il y a une fin insatiable, vraiment, pour l'histoire de la petite start-up de garage qui va terrasser les géants de l'industrie. Quand une campagne lève des millions en quelques jours, cette preuve sociale, l'engouement du public, ça agit comme un anesthésiant total sur l'esprit critique de tout le monde. Même des pros, hein? Surtout des pros. Les journalistes voient l'engouement du public et se disent « bon, ça doit être vrai ». Et de l'autre côté, le public voit les articles de presse hyper élogieux et se dit « les journalistes ont sûrement dû vérifier ». C'est une boucle de validation circulaire complètement folle. Tout le monde présume que quelqu'un d'autre a fait le boulot, a fait l'audit. C'est exactement ça, un vertige collectif. Et l'atterrissage, il a été brutal. En novembre 2015, c'est la faillite. Torquin Group dépose le bilan. Quel gâchis. Bien de ce détail dans l'article, c'est à la limite du burlesque. L'enquête révèle que ces 600 drones avaient été programmés pour devoir se connecter au serveur de l'entreprise à chaque démarrage pour pouvoir fonctionner. Oui, et donc avec la faillite. Voilà. Les serveurs ont été éteints. Du jour au lendemain, les 600 seuls drones qui existaient se sont instantanément transformés en briques de plastique inutilisables. Impossible de les faire voler. Le désastre était tellement retentissant, tellement embarrassant pour Kickstarter, que la plateforme a pris une décision sans précédent. Ouais, ils ont eu peur pour leur réputation. Tu m'étonnes. Ils ont carrément commandé eux-mêmes une enquête indépendante de 13 000 mots au journaliste d'investigation Mark Harris. Et la conclusion de cette enquête gigantesque, elle est assez troublante, je trouve. Parce qu'elle affirme qu'il ne s'agissait pas d'une escroquerie préméditée au sens criminel du terme. Ah bon? Même avec la fausse vidéo? Ah oui, c'était plutôt un mélange toxique d'incompétences techniques monumentales et de marketing délibérément mensonger. En fait, Reitman croyait sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'il finirait par résoudre les problèmes techniques grâce à l'argent levé. Il a menti sur le présent en espérant que le futur lui donnerait raison. Ouais, enfin, juridiquement, c'est peut-être une nuance importante, mais pour les 12 000 contributeurs qui ont vu leur fonds s'évaporer, parce qu'évidemment, les créanciers traditionnels ont été servis en premier lors de la liquidation, le résultat, c'est exactement le même qu'un vol. 0 indemnisation. C'est sûr. Et ce mensonge par omission de Zano nous ouvre inévitablement la porte vers le troisième et dernier stade de notre évolution des désastres. Le pire de tous. Absolument. Quand un système démontre qu'il peut générer des millions de dollars sur la simple base de vidéos montées à l'envers, il attire naturellement de véritables prédateurs. Là, on quitte le domaine de l'incompétence. On plonge dans l'escroquerie pure, assumée, calculée et préméditée. Et ça, c'est le fameux cas de l'iBackpack. Exact. Avec Doug Monahan et son projet iBackpack, il n'y a plus aucune illusion de vouloir créer une entreprise technologique. Le seul véritable produit de cet homme, c'était la campagne de financement elle-même. L'histoire se déroule entre 2015 et 2016. Monahan lance le iBackpack 2.0. La promesse, honnêtement, c'est une véritable liste au Père Noël de la technologie. Et ce qu'il y avait dedans? Un sac à dos connecté avec routeur Wi-Fi intégré, un traceur GPS, des ports USB multiples, une batterie de recharge sans fil de grande capacité, des haut-parleurs Bluetooth et, le détail absolument surréaliste, une doublure en Kevlar par balle. Non mais, un sac à dos par balle? Et les gens ont marché. Oui. Ils lèvent près de 800 000 $. Incroyable. Sauf que, y a rien. Aucune usine partenaire, aucun fournisseur contacté, pas l'ombre du début d'un prototype, rien du tout.
C'est fou. Et ce qui rend cette affaire historique dans l'univers du crowdfunding, c'est l'intervention de la Federal Trade Commission américaine, la fameuse FTC. Ça se passe en 2019. L'enquête fédérale a apporté la preuve irréfutable que les fonds n'avaient jamais, à aucun moment, été alloués au développement d'un sac à dos. Où est passé l'argent du coup? Monahan a siphonné les 800 000 $ pour rembourser ses cartes de crédit personnelles, pour payer des campagnes publicitaires pour de futurs faux projets, et pour acheter massivement du Bitcoin. Attends, il y a un détail qui cloche sur la chronologie là. La campagne, tu m'as dit qu'elle a eu lieu en 2015, 2016, Ouais, c'est ça. mais la FTC n'intervient qu'en 2019. Pourquoi il a fallu autant d'années pour les autorités fédérales sévissent contre quelqu'un qui a littéralement pris l'argent pour acheter du Bitcoin? Pourquoi c'était si difficile à poursuivre? Alors ça, c'est là que réside toute la subtilité de l'enquête de Block News. Pour comprendre cette lenteur, il faut décortiquer le chef-d'œuvre juridique que sont les conditions d'utilisation de Kickstarter. Ah, les fameux CGU que personne ne lit. Exactement. Si on analyse leurs documents de politique de l'époque, et ça s'est confirmé jusqu'en 2025, on découvre une distinction qui est fondamentale. Soutenir un projet financier sur cette plateforme n'est pas qualifié d'acte d'achat. C'est catégorisé comme un investissement risqué. Donc, si je comprends bien, la plateforme a créé de toutes pièces une sorte de zone grise juridique. Parfaitement. C'est une asymétrie d'information totale couplée à un bouclier légal en béton armé. Le créateur ne signe pas un contrat de vente promettant la livraison d'un bien manufacturé, il s'engage uniquement, et là je te cite les termes exacts du site, à fournir son meilleur effort honnête pour faire aboutir le projet. Meilleur effort honnête. Mais c'est un concept extrêmement flou en droit, ça. Bah oui, prouver l'incompétence, ça c'est facile. Mais prouver devant un tribunal fédéral l'absence totale d'effort honnête et prouver l'intention initiale de frauder, ça demande des années d'enquête financière pour retracer chaque dollar. La FTC a dû prouver que l'intention de départ de Monahan était purement criminelle. C'est un vrai cauchemar moral, cette histoire. On utilise tout le langage et l'esthétique du e-commerce pour rassurer les gens. Il y a un bouton commander, il y a des photos de produits super brillants, des dates de livraison estimées. Tout est fait pour faire croire à une boutique. C'est ça, la psychologie de l'utilisateur, c'est celle d'un client normal dans un magasin virtuel. Mais contractuellement parlant, il agit comme un investisseur en capital risque qui finance une recherche et développement ultra précaire, et ça, sans en avoir les compétences d'audit. Ce tiage parfait. Mais l'affaire e-Backpack, heureusement, a forcé la FTC à créer un précédent juridique très fort. Utiliser cette asymétrie sans aucune intention de produire, ça relève désormais formellement de la fraude fédérale. Ce précédent, il était vraiment vital. Il a envoyé un signal fort à tous les escrocs qui considéraient jusque-là ces plateformes comme des guichets automatiques totalement anonymes. Monahan a été banni à vie de Kickstarter, même si, bon, hélas, aucun centime n'a pu être récupéré pour les contributeurs lésés. C'est le côté triste de l'histoire. Mais face à ce panorama absolument terrifiant, qui va de la faillite logistique par aveuglement à la pure fraude au Bitcoin pour un sac à dos par balle imaginaire, l'écosystème ne pouvait plus rester immobile. Comment Kickstarter a réagi pour colmater ces énormes brèches? Sous la pression conjuguée des médias, des utilisateurs et des autorités, Kickstarter a été contraint de revoir sa copie. En avril 2025, ils ont déployé un nouvel arsenal de règles anti-fraude. Ah, enfin des règles strictes? Ouais. Désormais, pour lancer une campagne majeure, le créateur doit se soumettre à une vérification d'identité très stricte. Mais surtout, il doit fournir l'attestation visuelle d'un prototype physique véritablement fonctionnel. Fini les montages 3D donc. Voilà. Et il doit aussi soumettre une déclaration budgétaire justifiant la viabilité du projet. Sur le papier, on a l'impression que le problème est réglé, non? Ça semble vachement robuste comme processus. C'est l'illusion de la sécurité, malheureusement. Il faut fortement nuancer l'impact réel de ces garde-fous. Faisons un petit exercice simple. Appliquons ces nouvelles règles strictes de 2025 à l'affaire du drone Zano de 2014. Ok, essayons. Est-ce que ça aurait empêché le désastre? Absolument pas. Talking Group avait des prototypes physiques. Ils pouvaient faire une démonstration visuelle pour la plateforme. Le détail tragique, c'est que ces prototypes volaient terriblement mal, l'autonomie était de genre 1 minute et la caméra filmait tout flou. Donc ça passait quand même à travers les mailles du filet. Bah oui. Les règles exigent de montrer un prototype, elles n'exigent pas un audit technique par un cabinet d'ingénierie indépendant qui viendrait vérifier le code source ou la fiabilité des composants. D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si même l'arsenal réglementaire renforcé de la plateforme laisse passer les catastrophes industrielles par incompétence, où est la solution? L'article de Block News pose un verdict très clair là-dessus. C'est quoi leur conclusion?
que la véritable protection ne viendra jamais des conditions d'utilisation, car celles-ci sont rédigées par les avocats de la plateforme pour protéger la plateforme. C'est tout à fait logique. Donc pour ceux qui nous écoutent, la véritable protection, elle est purement méthodologique. Absolument. Il faut opérer une vraie bascule mentale. Il faut arrêter d'agir comme un simple consommateur ébloui par une vitrine et commencer à agir comme un enquêteur sceptique. C'est exactement ça. Il s'agit d'appliquer des filtres de bon sens assez drastiques. Par exemple, quand on regarde une vidéo promotionnelle, est-ce que le produit est montré en train de fonctionner dans une seule prise continue, ou bien est-ce que c'est juste une succession de plans de coupe ultra rapides qui peuvent cacher des manipulations? C'est souvent le cas d'ailleurs. Très souvent. Ensuite, se renseigner. Quel est l'historique réel du créateur? Est-ce qu'il a déjà géré une chaîne logistique internationale de sa vie? Et surtout, analyser la rationalité financière brute. Oui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais oui. Est-ce qu'un mini-drone autonome, bardé de capteurs miniaturisés, peut raisonnablement être fabriqué et expédié pour, disons, 210 $, alors que l'entreprise chinoise DJI, qui domine le monde entier et possède ses propres usines géantes, elle n'arrive pas à descendre sous la barre des 1000 $ pour une technologie similaire? La réponse est dans la question. Exactement. Sur Internet, plus qu'ailleurs, l'adage reste une loi d'airain. Si ça semble trop beau pour être vrai, la probabilité que ce soit un mensonge approche les 100%. Si l'on devait synthétiser un peu la leçon magistrale de toute cette enquête, on pourrait dire ceci. Le financement participatif a indéniablement secoué l'industrie et a permis à de véritables révolutions d'émerger. Ça, c'est un fait. Oui, on ne peut pas tout jeter. Mais l'architecture même de ce système, elle repose sur une fragilité structurelle immense. En fait, on n'y achète pas une réalité tangible qui a survécu à l'épreuve du marché, on y achète une idée, un récit, une histoire merveilleusement bien racontée par une équipe marketing. C'est la promesse d'un futur cool, quoi. C'est ça, et ce sentiment illusoire de sécurité qui est généré par le fait de voir des milliers d'autres personnes investir au même moment que nous, c'est probablement la faille psychologique la plus exploitée de notre époque numérique. Quand on y repense froidement, c'est stupéfiant de constater à quel point on est tous prêts à suspendre notre esprit critique, simplement parce que quelqu'un nous raconte une belle histoire technologique avec de la musique très inspirante en fond sonore. Totalement. Et cette réflexion, elle nous pousse d'ailleurs vers une question encore plus vaste qui dépasse largement le simple cadre des arnaques. Ah oui, laquelle? On vient d'établir que la magie, entre guillemets, du financement participatif, elle repose entièrement sur cette prise de risque irrationnelle. C'est l'enthousiasme aveugle, cette envie un peu folle de croire en l'impossible, qui a permis à des chefs-d'œuvre indépendantes de voir le jour. Des projets qui étaient jugés non rentables par les banques classiques. C'est vrai que sans cette foi aveugle, beaucoup d'innovations n'auraient jamais existé. Sauf que ce sont exactement ces mêmes moteurs psychologiques que les escrocs exploitent sans vergogne. Du coup, ça soulève un paradoxe fascinant. Si on serre la vis réglementaire au point de rendre la fraude totalement impossible, ne risque-t-on pas d'étouffer simultanément la magie et l'audace qui font tout l'intérêt du modèle? C'est une excellente question. On tuerait l'innovation en voulant la protéger. Peut-être bien. C'est pour ça que l'avenir n'est peut-être plus du tout dans la rédaction de meilleures conditions d'utilisation par des avocats, mais plutôt dans l'architecture technologique du système lui-même. Tu penses à quoi concrètement? Imagine un futur où la confiance humaine, qui est si facilement manipulable, on l'a vu, serait remplacée par le code. Des contrats intelligents sur la blockchain, par exemple. Ah, les fameux smart contracts. Voilà. Des contrats qui ne débloqueraient l'argent des contributeurs que de manière incrémentale, étape par étape, uniquement après la validation certifiée de jalons techniques très précis. En gros, la vraie révolution, ça ne serait plus de faire confiance aux créateurs, mais de rendre cette confiance complètement obsolète. Remplacer la foi aveugle par la validation cryptographique. Voilà une perspective qui redessine, mais alors totalement, les frontières de l'innovation sur Internet. C'est une réflexion profonde à garder à l'esprit pour tous ceux qui nous écoutent. Et qui donne matière à réfléchir avant de cliquer sur « Soutenir ce projet ». Ok oui, lorsqu'un projet révolutionnaire apparaît sur votre fil d'actualité, clignotant de toutes ses promesses avec sa musique épique, il est crucial de regarder bien au-delà de la vitrine étincelante et d'interroger la mécanique des rouages. C'était notre exploration du jour. Restez curieux, mais gardez toujours l'œil grand ouvert.